Artisan à l'œuvre. Le maître de forge. La force du savoir-faire. Ici, le maître règne sous le regard attentif de jeunes en quête d'un savoir. Quand j'ai pénétré l'atelier, j'ai été projeté dans ma jeunesse, quand mes jeux me guidaient vers l'atelier de papa. J'ai renoué avec l'émanation spécifique de la combustion de la forge. Tout comme le foyer, avec ses gerbes d'étoiles, sous l'œil attentif de l'homme d'enclume, qui guette le moment opportun pour frapper le fer rougeoyant. Il s'ensuit la ronde des frappeurs, qui répondent au tempo imposé par le maître. La masse de fer prend forme sous les assauts des marteaux. Tout un spectacle. Ensuite, un homme se saisit de la masse et avec l'aide d'une lime, va s'employer à former le profil de la future lame. La silhouette du sabre commence ici. 日本刀の産地5つあるってあったと思うんですね。そのうちの1つが関。この5つの中では一番新しい、大体室町時代。このうちの1つの奈良から刀鍛冶が集まってきました。5つの産地のうち、ほとんどが都あるいは幕府、日本の中心のとこに、武士が集まって刀鍛冶も集まりましたが、関は、そういう状況ではなく、きれいな水、豊富な松の炭ね、松炭、良質な粘土土、刃土があったと言われてますけど、日本の真ん中で、武器の供給が日本全国に行くことができる。道路が郡上街道、飛騨街道っていうのは結節線、関はちょうど真ん中です。交通の要所というのと長良川がありますので、この水運ですね。この辺が大きかったんではないかなと思います。関の刀鍛冶の特徴としては、大体その幕府とか都でしたんで、庇護を受けながらやってたと思うんですけど、関は自ら自分たちで関七流という7つの流派の鍛冶座っていうんですけど、グループを設けて生産統制をします。室町時代の末期、ちょうど信長が岐阜城に8年間いましたが、その頃が最盛期で300人、刀匠がいました。関ヶ原の戦い1600年でありますけど、この頃に、江戸時代に変わるところですけど、武将たちが全国にこう散らばっていきます。その時に関の鍛冶屋さんは武将に連れられて全国にこう、散らばっていくんですね。で、要するに今までは5つの産地の刀の特徴がそれぞれ残ってたのが、全国にこう関の刀鍛冶が行くことによって全部こう美濃伝風に変わってくるという刀の世界としては、その時代を境に古都神都というふうに分けています。その後明治になると開刀令、刀が作れなくなるので、その時に刀から刃物に切り替えという福地広右衛門としてもって日本で初めてポケットナイフを作りました。関のその明治大正頃に創業した刃物会社は大体最初はポケットナイフから、その時に刀が大概どこも技術がなくなるので、関はその技術を教えた人がいて、明治の頃に、小坂金兵衛金義って言うんですけど、でこの弟子が渡辺金長っていう人がおって、でこの人が今度鍛錬塾、昭和に鍛錬塾を作って弟子に教えます。でその弟子たちが今の刀匠のお父さんたち、大体世襲やね、世襲制を中心に、今も、刀匠ですと10人残ってるという。さっきのご家庭の中でその刀産地として残ってるのは多分関だけと私は思ってます。L'affûteur, dans une antre de quiétude, juste un bac d'eau et une pierre au grain bien défini pour affiner le profil du sabre. Il est là, voûté et par un corps à corps avec ce qui va devenir une lame acérée, l'homme prend la mesure de l'avancement de l'affûtage. De la lumière, oui, le reflet de l'acier le guide pour ajuster son inclinaison. Après avoir subi l'agression de la pierre durant une semaine,
La lame s'offre rayonnante, une étape précieuse, précise, pour ennoblir cette lame au titre de sabre. Un sabre acéré. Le menuisier. L'expérience, le savoir-faire au service du présent. Le père et le fils à l'unisson pour un même résultat. Dans l'atelier, des copeaux si diaphanes que l'on prend la mesure de la précision des outils qui servent à travailler, creuser la silhouette dans cette pièce de magnolia, de ce qui va devenir le fourreau. Maintes fois, la lame est présentée pour l'ajuster au plus juste. Servi par un ponçage végétal incongru, le fourreau s'affine, s'élance. C'est la protection du sabre. La plaquette de ponçage est recouverte d'une tige de prêle ouverte. Étonnant. Ces rencontres avec les artisans. En un mot, j'ai été touché par la quiétude qui se dégage de ces ateliers. Des lieux habités par des personnes qui se vouent à leur fonction, rien que leur fonction, mais avec un engagement sur leur rôle qui dépasse l'entendement. L'un par l'autre, chacun dans son univers, avec respect, ils modèlent une œuvre collective. La force que je ressens dans le façonnage d'un sabre est cette chaîne humaine d'artisans qui tend vers l'excellence de l'objet. Et dans tout cela, l'usine caille. Certes, le bourdonnement des machines-outils est là pour me rappeler que je suis dans une usine. J'y retrouve en sérénité les divers postes de travail. Oui, tel un héritage, les femmes et les hommes qui y aussi ont bien l'attitude de l'artisan. Je retrouve la chaîne humaine responsable qui, avec concentration, gestuelle précise et regard avisé, façonne les outils. Chacun son rôle dans ses compétences, que ce soit au niveau du montage, de l'ajustage des mitres, du ponçage de la lame, et que sais-je. La considération de l'objet est totale, si bien que je peux dire que chaque outil est un bijou avec une forte identité.